Quand la première petite amie de mon mari s'est vantée de leur passé, il m'a défié de divorcer avec dédain. J'ai accepté sur le champ. À présent, c'est lui qui panique face à ma décision. Les après-midi de fin octobre à Paris apportaient habituellement un vent mordant de la Seine, mais ce jour-là, il était accompagné d'une pluie battante et incessante. Les rues étaient glissantes, reflétant les lumières de la ville tandis que les feuilles mortes d'automne étaient emportées dans les caniveaux par les voitures. Hélène se tenait près des baies vitrées du cabinet d'architecture où elle travaillait depuis près de 8 ans, observant silencieusement la foule de l'heure de pointe en bas. Il était 17h30. Elle ferma son ordinateur portable, empila ses plans et prit une profonde inspiration. Aujourd'hui aurait dû être un mardi ordinaire. Pourtant, une anxiété vague et inexplicable flottait dans sa poitrine. Son téléphone vibra sur le bureau. Le groupe de discussion des anciens de l'université s'est soudainement illuminé de dizaines de notifications. Philippe, leur ancien président de promotion, a annoncé que ce week-end, ils organiseraient une réunion des 10 ans dans un restaurant chic sur la Seine. Le chat a immédiatement explosé. Les gens se vantaient de leur carrière, partageaient des photos de leurs enfants et plaisantaient sur le besoin de perdre 5 kilos avant le week-end. Hélène a survolé les messages et était sur le point de verrouiller son écran lorsqu'un nom spécifique est apparu, figeant son pouce. La nouvelle personne dans le chat a envoyé un simple emoji de visage souriant et un bref texte, « Long time no see, everyone ». Juste quelques mots, mais le groupe est devenu fou. Waouh, elle est enfin de retour de Londres. Notre reine de l'université est de retour. Quelqu'un est probablement très heureux aujourd'hui. Suivi d'une rafale d'émojis moqueurs. Hélène n'avait pas besoin qu'on lui explique de qui il parlait. Charles, son mari. À l'université, Charles et Vivienne formaient le couple emblématique du département. Tout le monde supposait qu'ils se marieraient après l'obtention de leur diplôme. Mais juste avant la fin de la dernière année, Vivienne est partie inopinément en Europe pour un master, et leur idylle de 4 ans s'est brusquement éteinte. 2 ans plus tard, Hélène a rencontré Charles lors d'un projet d'entreprise commun. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. 6 ans de mariage s'étaient écoulés, pas passionnés, mais suffisamment paisibles pour qu'elle croie que le passé était mort et enterré. Du moins, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce que son téléphone vibre à nouveau. Un message de Charles, « Je serai en retard ce soir. » Réunion client. Hélène a répondu par un simple d'accord. Elle a verrouillé son téléphone et a rangé son sac. Le trajet de retour vers leur appartement à Saint-Germain-des-Prés était misérable sous la pluie. Le trafic était bloqué sur le périphérique. Les klaxons assourdissants et le martèlement de la pluie contre le pare-brise rendaient son cœur encore plus lourd. Quand elle est rentrée, il était presque 19h. L'appartement était silencieux. Hélène a changé de vêtements et est allée à la cuisine pour préparer le dîner, comme toutes les autres nuits. Elle a préparé 3 plats simples, poulet rôti aux herbes et au citron, haricots verts à l'ail et purée de pommes de terre. Les favoris de Charles. Le dîner était sur la table. 19h30. 20h30. Charles n'était toujours pas rentré. Il était presque 21h quand la porte d'entrée s'est enfin ouverte. Charles est entré, portant toujours son costume gris anthracite familier. Il a desserré sa cravate, a déposé sa mallette sur le fauteuil et a esquissé un léger sourire. La réunion a traîné en longueur. Hélène a hoché la tête. « Tu as déjà mangé ?» Ce n'était pas une question. Elle a regardé le dîner intouché sur la table. Elle n'a pas protesté, se levant simplement pour ranger la nourriture dans des boîtes en plastique. Charles est allé prendre une douche. Pendant qu'il était dans la salle de bain, son téléphone, laissé sur la table basse, s'est illuminé d'un nouveau message. Hélène n'avait pas l'habitude de fouiller, mais l'écran lumineux a attiré son regard dans la pièce sombre. Le nom de l'expéditeur n'était qu'un mot, Vivienne. Son cœur a sombré. L'aperçu sur l'écran de verrouillage montrait un fragment du message, « Merci pour aujourd'hui. Tu m'as vraiment manqué. » Elle s'est dit que ce n'était peut-être qu'une coïncidence ou qu'ils discutaient de la réunion à venir. Ne te fais pas de soucis. Ne sois pas paranoïaque, s'est-elle rappelé, comme elle l'avait fait ces dernières années. Charles est sorti de la salle de bain, les cheveux humides. Il a immédiatement pris son téléphone, jetant un coup d'œil à l'écran. En une fraction de seconde, Hélène a vu le changement dans ses yeux. Il a tapé une réponse rapidement, puis a posé le téléphone face cachée sur la table.
C'est à ce moment précis qu'Hélène a réalisé que Charles avait pris l'habitude de ne jamais laisser son écran face vers le haut quand elle était là. Hélène a à peine dormi cette nuit-là. Charles respirait calmement à côté d'elle. Dehors, la pluie battait les vitres. Vers 3 heures du matin, elle s'est réveillée avec un espace vide à côté d'elle. La lumière du salon était allumée. Hélène a rampé jusqu'à la porte de la chambre. À travers la fente, elle a vu Charles debout sur le balcon, par un froid glacial, parlant à voix basse. « Oui, on se voit ce week-end. C'est bon. Ne t'inquiète pas. » Il s'est retourné et Hélène a rapidement glissé de nouveau dans son lit, fermant les yeux, faisant semblant d'être profondément endormie quand il est rentré dans la pièce. Le lendemain matin, il a agi de manière tout à fait normale. Il a pris son petit déjeuner, lu les nouvelles sur son iPad et est parti travailler comme si l'appel téléphonique de 3 heures du matin n'avait jamais eu lieu. Mais Hélène savait qu'une fissure venait d'apparaître dans son âme. Ce n'était pas assez grand pour briser un mariage, mais c'était suffisant pour mettre fin à sa confiance aveugle. Cet après-midi-là, Hélène a pris une demi-journée de congé. Elle est passée à la grande épicerie de Paris et a rencontré par hasard Manon, sa meilleure amie depuis l'université. Elles se sont assises dans un café local pendant 1 heure. Manon a regardé Hélène longuement avant de demander soudainement « Tu vas bien ? » « Pourquoi tu demandes ? » « Juste une intuition, » a dit Manon. « Je vais bien, » a souri Hélène. Manon n'a pas insisté. Mais quand elles se sont serrées dans les bras pour se dire au revoir, Manon a serré la main d'Hélène. « S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Ne le porte pas seul. » Ces mots ont résonné dans l'esprit d'Hélène tout le chemin du retour. Ce soir-là, en organisant le classeur dans le bureau, elle a sorti la boîte à serrure en bois où ils gardaient leurs documents importants. À l'intérieur se trouvaient leur certificat de mariage, le titre de propriété de l'appartement, les relevés de leur compte d'épargne commun et un billet à ordre signé par Charles 3 ans plus tôt. Lorsque les parents d'Hélène lui avaient prêté 80 000 € pour démarrer son propre cabinet d'architecte. À l'époque, il avait regardé ses parents dans les yeux et avait promis avec assurance de les rembourser dans les 2 ans. L'argent n'avait toujours pas été rendu. Récemment, Hélène l'avait entendu parler du transfert d'une somme colossale dans un nouveau projet de complexe hôtelier-boutique en Rhône-Alpes, l'hôtel du lac d'Annecy. Si ce projet avait quelque chose à voir avec Vivienne, ou pire, s'il prévoyait d'utiliser leurs biens matrimoniaux communs pour paver la voie d'une nouvelle vie, Hélène refusait absolument de jouer le rôle de la belle épouse aveugle. Elle a soigneusement arrangé les papiers. Poussée par une intuition vague mais aiguisée, elle a sorti son téléphone et a photographié chaque document. Se préparer au pire ne signifiait pas que cela arriverait. Mais si une tempête arrivait, elle ne serait pas prise sans parapluie. Le soir de la réunion, Charles est resté longtemps devant le miroir. Il a choisi son costume bleu marine le plus élégant, a poli ses chaussures Richelieu et a même appliqué un parfum haut de gamme qu'il n'avait pas touché depuis des mois. Hélène se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. Elle a souri faiblement. « Tu y vas vraiment à fond ce soir. Tu dois être excité de revoir l'ancienne foule. Pas une seule question indiscrète. Pas de jalousie. » Sa contenance a légèrement pris Charles au dépourvu. Il s'est approché et lui a doucement serré l'épaule. « Mais la robe fourreau crème ce soir. » « D'accord. Tu es magnifique dedans. » Hélène a regardé droit dans les yeux de son mari. La tendresse familière était là, mais elle ne pouvait plus lire ce qui se trouvait en dessous. Certaines personnes étaient passées maîtresses dans l'art de cacher leurs émotions. Certains mariages semblaient impeccables de l'extérieur, et seuls les gens à l'intérieur connaissaient la pourriture qui rongeait tranquillement les fondations. Cette nuit-là, Hélène a sorti la robe crème de son placard, lissant le tissu. Puis, elle a fouillé au fond de son tiroir et a sorti son ancien iPhone. Il fonctionnait toujours parfaitement. Elle l'a chargé complètement et l'a glissé dans sa pochette. Il n'avait qu'un seul but ce soir, l'application de mémo vocal. Elle a prié de ne pas avoir à l'utiliser. Mais l'intuition d'une femme lui disait que ce soir ne serait pas une réunion de classe normale, et peut-être qu'après ce soir, sa vie prendrait un tout autre chemin. Samedi matin, Hélène s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Paris était étrangement frais après des jours de pluie. Le ciel était gris et couvert, comme une perle. Si ce n'était la robe crème suspendue parfaitement à la porte du placard et l'ancien iPhone glissé dans sa pochette, Hélène aurait pu croire que les derniers jours n'étaient qu'un rêve fiévreux. Elle est allée à la cuisine et a préparé le petit déjeuner. 2 assiettes comme toujours,
des bagels avec du cream cheese et du saumon du traiteur en bas, un café filtre noir pour Charles, et de l'eau chaude citronnée pour elle. Des routines qu'elle avait maintenues pendant 6 ans, si ancrées que ses mains bougeaient avant que son cœur ne puisse ressentir. Mais aujourd'hui, alors qu'elle posait la tasse de café de Charles, elle s'est sentie incroyablement vide. C'était comme rentrer dans une maison d'enfance après des décennies d'absence. Tout semblait familier, mais tout semblait froid au toucher. Charles est sorti de la chambre vers 8 heures du matin. Chemise blanche impeccablement boutonnée, pantalon foncé, cheveux parfaitement coiffés, pas une trace de fatigue d'un homme qui avait veillé tard, chuchotant sur le balcon. Il s'est assis, a pris une gorgée de café et l'a regardé, sa voix désinvolte, partons un peu plus tôt ce soir. Je ne veux pas être en retard. Hélène a pris une bouchée de son bagel. Je sais. Charles l'a regardé pendant quelques secondes, semblant essayer de deviner si quelque chose n'allait pas. Mais le visage d'Hélène était aussi placide qu'un lac immobile. Son calme le mettait légèrement mal à l'aise. Par le passé, s'il y avait des frictions, Hélène posait des questions, rouspétait un peu, essayait de discuter. Même quand elle était en colère, c'était le genre de colère qui voulait être apaisée. Aujourd'hui, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas mentionné Vivienne. Elle n'a pas mentionné les appels sur le balcon ni le message. Son silence n'était ni doux ni faible. C'était comme une porte verrouillée de l'intérieur, laissant la personne à l'extérieur incertaine si elle devait même frapper. Après le petit déjeuner, Charles s'est assis dans le salon, faisant défiler son téléphone. Hélène a fait la vaisselle, écoutant les incessants pings des notifications. Il avait le volume bas, mais de temps en temps, il riait doucement, un rire discret et privé. Autrefois, Hélène se serait retournée et aurait demandé ce qui était si drôle. Aujourd'hui, elle a simplement fermé le robinet, séché ses mains et est allée dans la chambre. Sur sa coiffeuse, elle avait posé les boucles d'oreilles en perles que sa mère lui avait offertes le jour de son mariage. À l'époque, sa mère lui avait tenu les mains et avait dit, « Une femme qui se marie a besoin de plus que de l'amour. Elle doit garder une part de sa santé mentale pour elle-même. Le mariage n'est pas que des fleurs et des mots doux. Il y aura des jours où vous devrez regarder des vérités laides en face, et vous ne pouvez pas vous permettre de vous effondrer. » Hélène avait ri à l'époque, pensant que sa mère était juste trop prudente. Maintenant, chaque mot ressemblait à une petite aiguille piquant son cœur. Vers midi, sa belle-mère, Éléonore, a appelé. Hélène a regardé l'écran pendant quelques secondes avant de répondre. La voix d'Éléonore était aussi autoritaire que jamais. Elle ne conversait pas, elle donnait des directives. « Hélène, allez-vous à cette réunion ce soir ?»« Oui, Éléonore. »« Eh bien, Charles m'en a parlé. Assure-toi de t'habiller de manière appropriée. Ne sois pas démodé. » Charles a maintenant une vraie position dans l'industrie. Quand un homme sort, sa femme doit maintenir sa réputation. Les gens jugent le succès d'un homme en regardant sa femme. Hélène a pressé ses lèvres, sa main reposant sur le comptoir en marbre froid. « Je comprends. » Éléonore a fait une pause, puis a ajouté d'un ton faussement désinvolte, « J'ai aussi entendu dire qu'une ancienne petite amie d'université de Charles est revenue d'Europe. Écoute, ce qui s'est passé dans leur jeunesse est du passé. En tant que sa femme, tu dois être magnanime. Ne laisse pas cela blesser ton ego juste parce qu'elle est jolie et qu'elle a réussi. Ne fais pas de scène. Plus un homme a de succès, plus il a besoin d'une femme compréhensive. La jalousie insensée ruine tout. » Hélène n'a pas répondu immédiatement. Elle a levé les yeux vers sa photo de mariage sur le mur. Dessus, elle souriait dans sa robe blanche, Charles à côté d'elle. Son sourire avait été si pur alors, du moins c'est ce qu'elle pensait. Elle a gardé sa voix douce. Éléonore, si une femme est humiliée devant une pièce pleine de gens, est-elle toujours censée être magnanime juste pour protéger la réputation de son mari? Silence total à l'autre bout du fil. Éléonore n'avait clairement pas prévu que sa belle-fille, habituellement si conciliante, répliquerait. Sa voix a baissé, empreinte de déplaisir. « Que veux-tu dire par là? Je te donne juste un conseil. Dans un mariage, tu laisses passer ce que tu peux. Les hommes doivent réseauter et traiter avec des gens. » Hélène a souri, bien que ses yeux soient restés froids. « Je me souviendrai de ton conseil, Éléonore. » Elle a raccroché avant que sa belle-mère ne puisse dire un mot de plus. Pour la première fois depuis des années, Hélène a réalisé que certains conseils, déguisés en sauver le mariage,
exigeait en fait qu'une personne endure des abus pour que tout le monde reste à l'aise. Elle n'en voulait pas entièrement à Éléonore. La femme appartenait à une génération plus âgée où une bonne épouse était celle qui ravalait ses larmes et restait silencieuse. Mais Hélène refusait d'être l'ombre de quiconque, surtout lorsque cette personne pouvait comploter activement pour la chasser de sa vie de la manière la plus cruelle possible. Tôt cet après-midi-là, Manon lui a envoyé un message pour lui demander si elle avait besoin d'un transport pour le restaurant. Hélène a senti une chaleur dans sa poitrine. Elle a répondu qu'elle irait avec Charles, mais a demandé à Manon de garder son téléphone non silencieux ce soir. Manon a répondu instantanément, « Ma sonnerie est à fond. N'aie pas peur. » Hélène a fixé ces 3 mots. Avait-elle peur? Bien sûr que oui. Elle était terrifiée d'affronter la vérité. Terrifiée d'entendre Charles confirmer ce que son intuition savait déjà. Terrifiée que 6 ans de mariage ne soient qu'un voile mince sur le point d'être déchiré. Mais elle était bien plus terrifiée d'être acculée sans preuve, sans témoin et sans issue. Ne lui resterait que des larmes et l'humiliation publique pendant que d'autres la rabaisseraient. À 17 heures précises, Hélène a commencé son maquillage. Elle n'en a pas fait trop. Un rouge à lèvres rose poudré, des sourcils légèrement remplis, une légère couche de correcteur pour cacher les cernes. La robe crème lui allait parfaitement, élégante et discrète. Elle a mis ses boucles d'oreilles en perles, a vérifié l'ancien iPhone dans sa pochette et s'est assurée que l'application d'enregistrement vocal fonctionnait parfaitement avec le volume en sourdine. Elle a également plié une photocopie du billet à ordre de 80 000 € que Charles avait signé à ses parents et l'a glissé dans son sac. Il y a 3 ans, il leur avait promis un remboursement intégral avec intérêt. Pas un centime n'avait été payé. Pourtant, Hélène entendait des rumeurs d'une injection massive de liquidités dans le projet de l'hôtel du lac d'Annecy. Si cela avait quelque chose à voir avec Vivienne, ou s'il siphonnait des biens matrimoniaux pour un nouveau départ, Hélène ne jouerait absolument pas les idiotes. Charles est entré dans la chambre juste au moment où elle fermait sa pochette. Il s'est arrêté, ses yeux la balayant de la tête aux pieds. Un éclair de satisfaction est apparu, mais aussi une pointe d'étrangeté, comme si la femme devant lui était à la fois sa femme et quelqu'un entièrement hors de son contrôle. « Tu es magnifique ce soir, dit-il. » Hélène se tourna et offrit un sourire poli et distant. « Merci. » C'était tout. Pas de rougissement, pas d'excitation, pas de questions du type « vraiment ?» Tu le penses, comme elle le faisait avant. Charles fronça légèrement les sourcils, mais se détourna rapidement. Allons-y. Le Rivage était un restaurant chic situé sur les quais de Paris. Ses baies vitrées offraient une vue imprenable sur la skyline lumineuse de la ville. Le coût d'une salle à manger privée y était exorbitant. Une dépense minimale de 5 000 €, hors alcool. Hélène savait que Philippe, le président de promotion, n'avait pas choisi cet endroit juste par nostalgie. Une réunion des 10 ans n'était pas un simple rassemblement de jeunes. C'était un champ de bataille silencieux où l'on se mesurait à la réussite, au mariage, à la voiture que l'on conduisait et à la voix qui commandait le plus l'attention. Charles le savait, et Vivienne le savait probablement aussi. Quand ils entrèrent dans la salle privée, une vingtaine de personnes étaient déjà là. Le brouhaha cessa immédiatement. Philippe se précipita. « Charles, mon vieux, ça fait un bail. »« Hélène, tu es toujours aussi sublime. » Hélène sourit et salua tout le monde. Elle reconnut de vieux visages. Certains avaient pris du poids, d'autres perdaient leurs cheveux, certains avaient amené leurs conjoints. Poignées de main, accolades, petite conversation polie. Charles se fondit parfaitement dans la foule, riant fort, tapotant des dos, parlant architecture et immobilier. Hélène s'assit à côté de lui, maintenant un sourire parfaitement calibré. Dans sa pochette, l'ancien iPhone enregistrait discrètement chaque son de la pièce. Environ 10 minutes plus tard, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent à nouveau. L'atmosphère de la pièce changea distinctement. Quelques gars applaudirent même. Vivienne entra. Elle portait une robe nuisette bordeaux foncé, ses cheveux étaient lissés en vagues lâches, des bijoux minimalistes, mais chaque pièce semblait incroyablement chère. Elle tenait une pochette de créateur noir. Elle était magnifique. Hélène ne le nia pas, mais c'était une beauté agressive et intentionnelle qui exigeait d'être regardée. Vivienne se tint à la porte, ses yeux parcourant la pièce avant de se fixer sur Charles un instant plus longtemps que ce qui était socialement acceptable. Puis elle regarda Hélène et ses lèvres se retroussèrent. « Hélène, ça fait longtemps. » Sa voix dégoulinait de miel,
mais le genre qui avait trop longtemps reposé et était devenu amer au fond. Hélène se leva et répondit calmement, en effet. Vivienne s'avança et tendit la main. Hélène la prit. La main de Vivienne était froide, ses ongles peints d'un rouge écarlate. Elle serra légèrement plus fort qu'une poignée de main normale, un salut épineux. J'entends dire que toi et Charles allez merveilleusement bien. Je suis vraiment si heureuse pour toi, murmura Vivienne. Hélène la regarda droit dans les yeux. Merci. Charles se tenait maladroitement à côté d'elle, mais le masqua rapidement d'un rire. Assieds-toi, Vive. Tout le monde t'attendait. Philippe désigna immédiatement la chaise vide juste à côté de Charles. Vivienne, assieds-toi ici. Notre invité d'honneur à la place centrale. La chaise vide était à gauche de Charles. Hélène était à sa droite. Hélène observa la disposition des sièges sans un mot. Charles, assis entre sa femme et son ex-petite amie, était comme une ligne de démarcation ridicule. Ou peut-être un pont qu'une personne essayait de traverser pendant que l'autre restait calmement en retrait pour le regarder s'effondrer. Le dîner commença. Le vin coula à flots. Du faux filet fut servi. De vieilles histoires d'université furent ressorties. Et les rires devinrent plus forts. Au début, c'était poli, mais plus les gens buvaient, plus l'ambiance se détendait. Vivienne savait exactement comment animer une pièce. Elle parla de ses années à Londres, de son travail de consultante en stratégie de marque pour des groupes de restaurants étoilés au guide Michelin, et lâcha nonchalamment le loyer de son Penthouse dans le Marais, 8 000 € par mois, comme si ce n'était rien. Les gens haltèrent. Les gens la félicitèrent. Vivienne se contenta de rire, se tournant parfois vers Charles. Tu te souviens quand tu me disais que j'étais née pour être une patronne? L'intimité décontractée dans sa voix fit collectivement beau à la table. Charles gloussa, ne la corrigeant pas. Ça fait des années et tu t'en souviens encore. Certaines choses ne s'oublient jamais, peu importe le temps qui passe, répondit Vivienne, ses yeux fixés sur les siens. La pièce se tut une fraction de seconde avant que les rires n'éclatent à nouveau. Mais Hélène entendit l'anticipation dans ce rire. Ils attendaient quelque chose, un petit drame. Une ancienne flamme ravivée, une femme jalouse, une ex-triomphante. Un homme mis sur un piédestal pour être disputé par deux femmes. Hélène prit son verre d'eau et but une gorgée. Sa gorge était sèche, mais sa main ne tremblait pas. Sous la table, son téléphone vibra. Un message de Manon, tu vas bien, Hélène? Pas encore, mais ça arrive. Juste au moment où elle envoyait, Vivienne se leva, tenant un verre de pinot noir. Ses yeux scintillaient, balayant la table avant de se poser sur Charles. Voir tout le monde ce soir, ça me fait tellement regretter nos jours d'université. Je regrette quand nous étions fauchés mais si heureux. Je regrette quand un certain quelqu'un traversait un blizzard juste pour m'apporter de la soupe chaude. Je regrette ce petit appartement glacial hors campus où le vent hurlait si fort que nous devions nous serrer les uns contre les autres juste pour rester au chaud. Le bavardage joyeux s'éteignit. Hélène posa son verre sur la table. Charles ne regarda pas sa femme. Il regarda simplement vers le bas, faisant tourner nerveusement son alliance. C'était un mouvement subtil, mais Hélène l'a remarqué. Vivienne inclina la tête et sourit à Hélène. Un sourire si doux. C'était complètement faux. Hélène, j'espère que tu ne m'en veux pas. C'est de l'histoire ancienne après tout. À ce moment-là, Hélène a parfaitement compris ce qu'était ce dîner. Ce n'était pas une réunion. C'était une scène. L'éclairage était réglé. Le public était assis. Et ils attendaient juste qu'elle entre dans son rôle d'épouse humiliée et insécurisée. Hélène fixa Vivienne pendant un long et douloureux moment, si long que le faux sourire sur le visage de Vivienne commença à vaciller. La salle à manger était brillamment éclairée, le ronronnement du système de chauffage, ventilation et climatisation devint soudain audible, le tintement des couverts se figea en l'air. Il semblait que 20 personnes retenaient leur souffle, attendant de voir comment l'épouse légitime réagirait à un poignard enveloppé de velours. Hélène connaissait le piège. Si elle fronçait les sourcils, si elle répliquait, si elle montrait la moindre irritation, elle deviendrait instantanément la mégère mesquine et jalouse qui gâchait l'ambiance. Mais si elle restait silencieuse, Vivienne irait plus loin. Le jeu était truqué dès le départ. Mais Hélène n'était plus la jeune fille naïve qui croyait qu'être bonne signifiait que les gens la traiteraient avec respect. Elle posa doucement son verre,
sa voix douce mais cristalline. L'histoire ancienne ne devrait pas déranger. Tu as raison. Mais si l'histoire ancienne continue d'être évoquée au moment parfait, au bon endroit, juste devant la femme de quelqu'un, alors peut-être que ce n'est plus un souvenir innocent. N'est-ce pas, Vivienne? La table devint silencieuse. Le sourire de Vivienne se brisa pendant une fraction de seconde. Charles tourna brusquement la tête vers Hélène, un avertissement clignotant dans ses yeux. Hélène. Sa voix était basse, empreinte de menace. Tout le monde s'amuse. Hélène se tourna vers son mari, son expression parfaitement sereine. Je m'amuse aussi, Charles. Je fais juste la conversation. La réponse était si légère que Charles ne trouva aucun angle pour l'attaquer. Philippe, transpirant nerveusement, leva son verre. D'accord, d'accord. Les émotions sont vives. Ça fait longtemps. Buvons un coup. Pas de discussion triste ou lourde ce soir. La tension fut maladroitement balayée par des acclamations forcées. Mais à partir de ce moment, Hélène sut que Vivienne la regardait différemment. La fausse pitié avait disparu. Vivienne réalisa qu'Hélène n'était pas le paillasson docile qu'elle pouvait acculer. Une vive irritation commença à monter dans les yeux de l'ex-petite amie. Hélène était certaine que cette nuit ne se terminerait pas avec seulement quelques commentaires passifs-agressifs. Plus de vin fut versé. Louis, un ami d'université de Charles, tira sa chaise plus près et rit bruyamment. Charles, mon vieux, tu es dans une autre catégorie maintenant. J'ai entendu dire que ta firme est sur le point de décrocher ce projet de l'hôtel du lac d'Annecy en Rhône-Alpes. C'est une construction à 20 millions d'euros, non? Charles se pencha en arrière, feignant l'humilité, bien que ses yeux brillassent de fierté. Rien n'est encore signé. Nous sommes toujours en négociation. Vivienne intervint immédiatement, parlant avec l'autorité désinvolte d'une initiée. Mais les promoteurs adorent votre présentation. J'ai examiné le dossier. Si ça se conclut, ça va propulser votre firme sur la scène nationale. Cette seule phrase fit lentement lever la tête à Hélène. J'ai examiné le dossier. Les documents de projet de Charles étaient hautement confidentiels. Hélène l'avait entendu brièvement mentionner l'hôtel du lac d'Annecy, mais chaque fois qu'elle demandait des détails, Charles la repoussait, disant que c'était une architecture d'entreprise complexe qu'elle ne comprendrait pas. Pourtant, Vivienne, quelqu'un qui venait juste de rentrer aux États-Unis, en savait suffisamment pour s'en vanter auprès de leurs amis avec une familiarité si intime. Un frisson glacé se répandit des doigts d'Hélène à sa poitrine, mais elle n'interrompit pas. Elle se pencha simplement, faisant semblant d'ajuster sa pochette à ses pieds, s'assurant que l'ouverture était suffisamment large pour que le microphone de l'iPhone capte chaque mot. Charles réalisa son erreur. Il lança un regard rapide et nerveux à Vivienne. Vivienne réalisa qu'elle avait dépassé les bornes et déploya rapidement son charme. J'ai juste entendu Charles le mentionner en passant. Puisque je fais du branding, je suis une passionnée des projets hôteliers sympas. Juste curieuse. Hélène sourit. Ah, je vois. Tu discutes de tes projets plus en détail avec Vivienne qu'avec ta propre femme. Personne ne rit cette fois. Charles claqua son verre de vin, sa voix baissant d'un octave. Hélène, arrête de déformer les mots de tout le monde. Tu n'écoutes que ce que tu veux entendre. Je discute affaires avec des gens qui peuvent offrir un éclairage professionnel. Au moment où les mots sortirent de sa bouche, Charles réalisa qu'il était allé trop loin. Quelques camarades baissèrent les yeux, coupant agressivement leur steak pour éviter tout contact visuel. Manon n'était pas dans la pièce, mais son message texte lui réchauffa le cœur. Ne t'effondre pas. Vivienne baissa les yeux, sa voix dégoulinant de culpabilité. Hélène, s'il te plaît, ne te méprends pas. Si ça te met mal à l'aise, j'éviterai de parler affaires avec Charles à partir de maintenant. Charles, la familiarité n'était pas explicitement vulgaire, mais elle avait dépassé une limite. Hélène la regarda, puis son mari. Il ne corrigea pas le ton de Vivienne. Il fronçait en fait les sourcils à Hélène, agacé qu'elle fasse une scène. À ce moment-là, Louis essaya maladroitement de changer de sujet, mais il choisit le pire pivot possible. Bref, assez parlé de travail. Ce soir, c'est pour les bons vieux jours. Honnêtement, à l'université, qui ne pensait pas que Charles et Viv allaient se marier? Vous étiez inséparables. Tara, assise en face d'eux, gloussa. C'est vrai.
Je me souviens quand Vivienne a eu la grippe. Charles a couru dans 3 pharmacies différentes à 2 heures du matin pour lui trouver des médicaments. Nous étions tous si jaloux. Quelqu'un d'autre ajouta, et cet appartement miteux hors campus. Qui ne connaissait pas. La pièce semblait s'étirer. Hélène pouvait entendre son propre rythme cardiaque, mais étrangement, elle ne ressentait pas la douleur aiguë qu'elle avait ressentie plus tôt. Quand la douleur est répétée suffisamment de fois, elle se transforme en une clarté engourdie. Elle regarda les visages autour de la table et ressentit plus de pitié que de colère. Ces gens avaient la trentaine. Certains étaient parents, certains étaient mariés, pourtant ils étaient exaltés par le frisson d'utiliser le passé privé d'un homme comme un jeu de salon, ignorant complètement le fait que sa femme légitime était assise juste là. Vivienne leva son verre, les yeux vitreux d'une ivresse parfaitement calculée. Nous étions fauchés, mais c'était magique. Nous partagions une pizza à 5 € parce que c'était tout ce que nous avions. Quand le chauffage est tombé en panne, Charles m'enveloppait dans son lourd manteau pour que je puisse dormir. Ça a l'air cliché, mais ce sont des années que je n'oublierai jamais. Charles baissa les yeux et sourit. Il ne le confirma pas, mais il ne le nia pas non plus. Hélène comprit soudain. Parfois, le silence d'un homme est plus cruel qu'une trahison flagrante. Son silence était une permission. Son silence prenait le parti de la femme qui humiliait activement son épouse. Son silence permettait au poignard de s'enfoncer tant qu'il pouvait rester là à se prélasser dans la gloire égocentrique d'être désiré par 2 femmes. Elle prit son téléphone et envoya un message à Manon, « Si je t'appelle dans 15 minutes, réponds. Ne pose pas de questions. » Manon répondit instantanément, « Compris. » À ce moment-là, Philippe frappa dans ses mains. « Jouons à action ou vérité. Enfin, juste vérité. Obtenons des ragots. » Les gens acclamèrent, surtout ceux qui avaient bien bu. Une bouteille de Bordeaux vide fut placée au centre de la table pour la faire tourner. Hélène observa le verre tourner sous le lustre. Elle se sentait incroyablement sereine. Elle savait que ce jeu n'était pas spontané. C'était une arme chargée posée sur la table. Tout le monde faisait semblant que c'était un jouet, mais la personne qui la faisait tourner savait exactement qui elle visait. Le premier tour tomba sur Tara. On lui posa une question sur son coup de cœur à l'université et elle rougit, nommant un gars qui fit rugir de rire la table. Le second tour tomba sur Louis, qui raconta une histoire embarrassante sur un récent entretien d'embauche. La pièce bourdonnait, mais Hélène remarqua Vivienne assise droite, ses doigts traçant le bord de son verre de vin, ses yeux suivant la bouteille. Charles était plus silencieux maintenant, mais ne fit aucun mouvement pour arrêter le jeu. La bouteille tourna à nouveau. Le col pointa directement vers Vivienne. « Oh, c'est parti. Donnez-lui une bonne question. » Vivienne rit, se penchant en arrière. « Soyez sympa avec moi, les gars. » Tara regarda Vivienne, puis Charles, et enfin lança un regard malicieux et joyeux à Hélène. Elle pensait qu'elle ajoutait juste un peu de piquant à la soirée. « D'accord, l'heure de la vérité. Si tu pouvais revenir en dernière année, Vivienne, aurais-tu quand même choisi de quitter Charles ?» La pièce se figea. Vivienne ne répondit pas tout de suite. Elle fixa Charles pendant un long et douloureux moment, ses yeux se remplissant de larmes. Puis lentement, elle murmura, « Non, si je pouvais revenir en arrière, je serais restée. » Parce que certaines personnes, quand on les perd une fois, ça fait mal toute une vie. Un soupir collectif résonna dans la pièce. Certains pensaient que c'était vraiment romantique. Certains aimaient juste le drame. Charles resta complètement paralysé, sa main serrant son verre de vin si fort que ses phalanges devinrent blanches. Hélène le vit clairement. Vivienne se tourna vers Hélène, sa voix calme mais portant à travers la pièce silencieuse. « Hélène, tu as tellement de chance. Tu as eu l'homme que j'ai aimé de toute ma jeunesse. » Hélène la fixa. Puis elle sourit. « Que j'ai de la chance ou non est probablement une question que tu devrais poser à la personne qui vit réellement ce mariage. » Le sourire de Vivienne disparut. Charles tourna la tête brusquement. « Hélène. » Ce fut un avertissement bas et lourd. Hélène posa sa main sur sa pochette, sentant le bord dur de l'iPhone enregistreur. Elle n'évita pas le regard noir de Charles. Elle le regarda comme un étranger qui venait de franchir un point de non-retour, mais qui croyait encore follement avoir l'autorité de lui donner des ordres. Le dîner n'était pas terminé, mais quelque chose en Hélène s'était définitivement refermé.
L'avertissement de Charles n'était pas fort, mais il suffisait à faire taire la table. Son ton contenait cette irritation familière, l'agacement d'un homme habitué à ce que sa femme recule dès qu'il baisse la voix. Habituellement, un seul froncement de sourcils signifiait qu'elle devait se ressaisir, s'excuser de ne pas être diplomate et se retirer dans son coin pour préserver la paix. Hélène était exactement cette femme. Elle croyait autrefois que les conjoints ne devaient pas se disputer, surtout en public. Elle pensait que son endurance était un signe de maturité, le ciment qui maintenait leur foyer. Mais ce soir, entourée de faux rires et d'yeux avides de son humiliation, Hélène réalisa qu'endurer les abus ne rend pas une famille plus forte. Cela enseigne simplement aux gens que votre douleur est un dommage collatéral acceptable. Elle regarda Charles, sa voix posée. « Pourquoi prononces-tu mon nom comme ça? Ai-je dit quelque chose de factuellement incorrect ?» Charles serra la mâchoire, désespéré de maintenir son image polie devant ses pairs. « Je ne veux juste pas que tu rendes les choses tendues. C'est une réunion. Les gens se remémorent juste. » Hélène hocha légèrement la tête. « Alors je parle juste du présent. Actuellement, je suis ta femme. J'ai le droit d'établir les limites qui méritent le respect. » Ces mots n'étaient pas des cris, mais ils tombèrent sur la table comme des poids de plomb. Quelques personnes regardèrent leurs genoux. Tara but une gorgée de vin nerveusement. Louis força un rire pour briser la glace. « Les mariés, vous êtes trop sérieux. Faites tourner la bouteille. Continuons. » Vivienne, jouant la gazelle blessée, posa son verre et soupira d'une voix tremblante. « Hélène, je ne voulais vraiment rien dire. Si mes mots t'ont offensé, je m'excuse. C'est juste que voir tout le monde fait remonter de vieilles émotions. Certaines choses sont difficiles à contrôler. » Hélène regarda Vivienne. Elle reconnaissait intimement ce type d'excuse. Il ne s'agissait pas d'assumer ses responsabilités. C'était un piège manipulateur. Si Hélène continuait à insister, elle serait la folle, la femme impitoyable. Si Hélène restait silencieuse, Vivienne jouerait la victime gracieuse et fragile. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour vous acculer. Ils utilisent les larmes comme des armes, transforment le passé en une belle tragédie et utilisent le silence des hommes pour valider leur propre importance. Hélène esquissa un léger sourire. C'est bon. Continue de parler. Parfois, il vaut mieux tout mettre clairement sur la table plutôt que de laisser les gens deviner. Vivienne hésita. Charles la fixa, ses yeux s'assombrissant. C'était comme s'il ne reconnaissait pas la femme assise à côté de lui. Elle portait la robe qu'il avait choisie. Son maquillage était impeccable. Sa voix était douce, mais pas un seul mot qu'elle prononçait ne se pliait plus à sa volonté. Le jeu continua, mais l'air était empoisonné. La bouteille tourna encore quelques fois. On demanda aux gens leur salaire, leur plus grande dispute avec leurs conjoints. Tout le monde en rit, mais les regards ne cessaient de se poser sur Hélène, Charles et Vivienne. Puis la bouteille s'arrêta, pointant directement Charles. La table explosa. Oh, le timing parfait. Charles, tu dois répondre. Pas de droit de silence. Tu es la vedette ce soir. Charles se pencha en arrière sur sa chaise, offrant un sourire contraint. Très bien. Vérité. Philippe se frotta les mains, essayant de trouver une question facile pour désamorcer la tension. Mais Tara fut plus rapide. Le vin l'avait rendue audacieuse, et sa toxicité naturelle ne pouvait pas laisser passer l'occasion. Elle se pencha en avant, à moitié en plaisantant. Si tu pouvais tout refaire, Charles, choisirais-tu toujours ta vie actuelle? La pièce se figea littéralement. La question ne mentionnait pas explicitement Vivienne, ni Hélène, mais tout le monde savait exactement où la mine était enterrée. Charles ne répondit pas immédiatement. Il prit son verre de vin, regardant le liquide rouge capter la lumière. Il resta silencieux si longtemps qu'Hélène pouvait entendre le bourdonnement du conduit de climatisation au-dessus d'eux. Autrefois, Hélène aurait été terrifiée. Elle aurait supplié silencieusement son mari de dire quelque chose de décent, même si c'était un mensonge pour sauver les apparences. Mais maintenant, elle était incroyablement calme. Elle voulait en fait l'entendre haut et clair. On ne peut pas traiter une plaie qui saigne si on continue de jeter une serviette dessus et de faire comme si tout allait bien. Finalement, Charles posa son verre. Ma vie actuelle n'est pas mauvaise. Mais si je disais que je n'avais aucun regret, je mentirais.
Un petit soupir traversa la pièce. Vivienne baissa les yeux, sa lèvre tremblante comme si ces mots avaient touché la corde la plus profonde de son âme. Hélène resta assise là. Le mot regret ne la fit pas pleurer. C'était simplement la clé finale tournant dans la serrure. Derrière cette porte ne se trouvait pas une romance tragique et inachevée. C'était l'égoïsme nu d'un homme qui voulait le beurre et l'argent du beurre. Il voulait une femme pour gérer sa maison et une ancienne amante pour flatter son ego. Philippe essaya désespérément d'en rire. Ah, les regrets de la jeunesse. Qui n'en a pas? Louis intervint. Exactement. Quel homme de 30 ans n'a pas celle qui lui a échappé? La misogynie décontractée fut comme une gifle. Hélène regarda Louis, non pas avec rage, mais avec un amusement total. Ces hommes utilisaient des clichés romantiques bon marché pour couvrir leur manque de responsabilité mutuelle. Ils appelaient ça regret et destin. Mais si leur femme s'asseyait devant une pièce pleine de gens et s'évanouissait publiquement devant un ex-petit ami, rirait-il avec autant de grâce? Vivienne leva les yeux, ses yeux brillants. Je suis désolé. Peut-être que je suis juste revenu au mauvais moment. Charles la regarda, sa voix baissant d'un ton tendre. Ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Alors, avec qui cela avait-il à voir, Hélène? Cela avait-il à voir avec les 6 années de mariage qui s'étaient estompées en arrière-plan de son ambition? Hélène baissa les yeux, sa main serrant sa pochette. L'ancien iPhone enregistrait chaque syllabe, chaque pause éloquente. Un témoin froid et impartial. Juste à ce moment-là, l'écran du téléphone de Charles s'alluma sur la table. Il bougea réflexivement pour le retourner, mais Hélène l'avait déjà vu. L'expéditeur n'était pas Vivienne. C'était un contact enregistré simplement comme Daniel, le comptable de son cabinet. Le texte de l'aperçu disait « Charles. Les 30 000 € transférés sur le compte de Vivienne ont été compensés. » Hélène sentit le sang dans ses veines se figer pendant une seconde terrifiante. 30 000 €. Compte de Vivienne. Tous les morceaux de puzzle disjoints s'assemblèrent violemment. Le projet hôtel du lac d'Annecy. Le dossier de présentation que Vivienne avait vu. Les fonds matrimoniaux manquants. Les appels téléphoniques tard le soir, les mots de passe changés, l'arrogance de Vivienne ce soir, la distance glaciale de Charles à la maison. Ce n'était pas juste une ancienne flamme. Ce n'était pas juste une infidélité émotionnelle lors d'une réunion d'anciens élèves. C'était de l'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent qui appartenait à leurs économies communes. De l'argent que ses parents avaient mis de côté pour lui. De l'argent que Charles détournait secrètement dans les poches de son ex-petite amie sous prétexte de conseils en stratégie de marque, tout en laissant sa femme à la maison cuisiner son dîner, payer l'hypothèque et jouer la petite femme trophée. Hélène n'a pas explosé. Elle savait que si elle criait, Charles attraperait son téléphone, nierait, la traiterait de folle et la manipulerait jusqu'à l'oubli. Elle prit son verre d'eau et but une gorgée. L'eau glacée lui glissa dans la gorge, mais elle ne sentit rien. Son esprit fonctionnait avec une clarté terrifiante. Elle avait besoin de preuves, pas d'une intuition, pas d'une supposition, pas d'une vague offense émotionnelle lors d'un dîner. Elle avait besoin de preuves solides pour que, lorsqu'elle sortirait de ce mariage, elle ne parte pas les mains vides et qu'elle ne laisse pas ses parents sombrer dans la ruine financière parce qu'ils avaient fait confiance à un serpent. La bouteille tourna à nouveau. Elle s'arrêta net sur Hélène. La table salivait littéralement. Tara sourit, bien qu'elle semblât un peu plus lasse maintenant. Hélène, action ou vérité? Hélène posa son verre. Vérité. Louis frappa dans ses mains. Bien. Restons légers. Hélène, as-tu déjà été jalouse du passé de Charles? Une question apparemment simple, mais tout le monde savait exactement ce qu'il demandait. Vivienne regarda Hélène, attendant la faille. Charles fronça les sourcils, voulant clairement qu'Hélène donne une réponse polie et qui sauve la face. Mais Hélène en avait fini de sauver les apparences. Elle regarda droit Louis, puis balaya lentement la table du regard. Jalouse du passé? Non, car si le passé est vraiment passé, il ne vaut pas les larmes d'une épouse actuelle. Elle marqua une pause, laissant le silence planer. Ce qui blesse une femme, ce n'est pas qui son mari aimait autrefois. C'est quand son mari laisse l'ex entrer dans leur présent. Quand il la laisse en savoir plus sur ses affaires que sa propre femme. Quand il la laisse étaler leurs souvenirs privés en public.
Et pire que tout, Hélène fixa Charles du regard, c'est quand l'argent de la famille commence à circuler dans une direction que la femme ignore. La pièce subit un silence catastrophique. Le visage de Charles se vida de ses couleurs. Vivienne resta figée. Hélène se tourna lentement vers son mari, sa voix parfaitement égale. « Charles, à quoi servait exactement ce transfert de 30 000 euros ?» La question tomba au centre de la table comme une grenade dégoupillée. L'illusion de la réunion glamour s'effondra. Le seul son dans la pièce était le faible ruissellement de la fontaine décorative dans le coin. Hélène était assise avec une posture parfaite, sa main reposant légèrement sur sa pochette, ses yeux perçant Charles. Elle ne cria pas, mais son calme terrifiant envoya un frisson dans le dos de tous ceux qui regardaient. Si elle avait renversé la table et crié, ils auraient pu la qualifier d'hystérique. Mais appeler un montant spécifique et colossal. S'adresser à son mari par son prénom avec une précision impassible, c'était mortel. Charles resta figé pendant 3 secondes angoissantes avant que sa main ne se précipite vers son téléphone. L'écran était noir, mais la panique pure qui traversait ses traits était impossible à cacher. Il se pencha, sa voix un sifflement bas et vicieux. « De quoi diable parles-tu » Hélène ne cligna pas des yeux. « Je te demande à quoi servaient les 30 000 euros transférés sur le compte de Vivienne. » À côté de lui, Vivienne prit la couleur des cendres. Elle posa son verre de vin si maladroitement que le pied claqua bruyamment contre la table en acajou. Tara, qui adorait le drame une minute plus tôt, semblait sincèrement terrifiée. Philippe ouvrit la bouche pour intervenir mais la referma. L'infidélité financière n'était pas un jeu que l'on jouait lors d'une réunion. Charles grinça des dents, désespéré de garder le contrôle. C'est une dépense professionnelle. Si tu ne comprends pas comment fonctionne mon cabinet, ne dis pas n'importe quoi devant mes amis. Hélène hocha lentement la tête. Une dépense professionnelle ? Alors pourquoi a-t-elle été virée directement sur le compte courant personnel de Vivienne ? Elle est consultante en stratégie de marque pour le projet de l'hôtel du lac d'Annecy. C'est un acompte. Un acompte de 30 000 euros, demanda Hélène. Sans contrat signé, sans en informer ta femme. De quel compte venait cet argent, Charles ? La façon dont elle prononça son nom lui donna la chair de poule. Elle ne lui avait jamais parlé ainsi, encore moins publiquement acculé. Il claqua son téléphone face contre la table, perdant son sang-froid. Hélène, ça suffit. Je n'ai pas besoin de ta permission pour gérer mes affaires. Qui es-tu pour m'interroger comme une criminelle ? Hélène regarda l'homme devant elle. Quelque chose en elle ne se brisa pas. Ça s'est juste finalement détaché et envolé. Elle pensait autrefois que la partie la plus douloureuse d'un mariage en échec était de découvrir que son mari ne l'aimait plus. Maintenant, elle connaissait la vérité. La pire douleur est de réaliser que l'homme pour qui vous avez sacrifié, pour qui vous avez fait des compromis, et que vous avez protégé vous regarde avec un tel mépris que sa seule réponse à être pris en flagrant délit de vol est « Qui crois-tu être ?» Elle garda sa voix douce. « Je suis ta femme et si cet argent est lié à nos biens matrimoniaux, j'ai tout le droit légal de demander. » Vivienne intervint, sa voix tremblante, abandonnant complètement l'acte de femme fatale. « Hélène, tu te méprends. Charles et moi ne faisons que collaborer. Cet argent est une avance pour un forfait complet d'identité de marque. Il n'y a rien de louche. » Hélène tourna son regard vers Vivienne. « Alors, où est le contrat ?» Vivienne s'étouffa. « Il est en cours de rédaction. » « Où est la portée des travaux ? » « La facture ? » « Nous l'avons négocié verbalement. » « Vous avez négocié un accord verbal de 30 000 euros avec un homme marié pendant que sa femme était tenue dans l'ignorance. » Hélène inclina la tête. « Vivienne, tu es consultante en stratégie de marque. Tu sais très bien que les transactions corporatives professionnelles n'opèrent pas dans l'ombre comme ça. » Vivienne rougit écarlate, puis devint pâle. Les gens autour de la table la regardaient différemment maintenant. Il y a 5 minutes, elle était l'ex-petite amie tragique et glamour. Mais quand 30 000 euros sont entrés dans la conversation, l'éclat romantique s'est évaporé. On peut compatir à un amour perdu, mais personne ne défend une femme qui vide secrètement le compte bancaire d'un couple marié. Charles se leva brusquement. « C'est fini. Nous partons. » Il tendit la main et attrapa le poignet d'Hélène pour la tirer. Hélène retira son bras avec une telle précision violente que Charles trébucha en avant. « Je ne vais nulle part, dit-elle. Hélène, arrête de m'humilier.
Hélène a en fait ri. Ce n'était pas un son joyeux. C'était l'exhalation de 6 ans de rage étouffée. Tu as peur d'être humilié? Où était cette peur quand Vivienne te jetait ton passé au visage? Où était ta peur de m'humilier quand tu les as laissés rire de tes regrets? Où était ta peur quand tu as transféré 30 000 euros, sachant parfaitement que 80 000 euros du capital de départ de ton cabinet venaient de l'épargne retraite de mes parents? L'air de la pièce fut aspiré entièrement. Charles recula, ses yeux s'écarquillant follement. Évoquer les parents d'Hélène était sa kryptonite. Il y a 3 ans, quand son cabinet était en difficulté, les parents d'Hélène avaient retiré une partie de leur épargne retraite pour leur prêter les 80 000 euros. Sans intérêt, juste un appel désespéré pour que leur gendre réussisse. Charles s'était assis à leur table à manger, les appelant maman et papa, promettant de prendre soin d'Hélène pour toujours. Et maintenant, il utilisait cette fondation pour financer les honoraires de consultante de son ex-petite amie. Philippe toussa bruyamment, essayant de sauver la soirée. « Eh, les gars! Peut-être devriez-vous régler ça à la maison. Ce n'est vraiment pas l'endroit. » Hélène regarda Philippe, parfaitement poli. « Philippe, j'apprécie, mais plutôt, quand le passé privé de mon mari était utilisé comme divertissement de salon, personne n'a pensé que ce n'était pas l'endroit. Maintenant que je pose des questions sur une transaction financière massive concernant mon mariage, c'est soudainement gênant. Qui décide de ce qui est pratique ici? » Philippe ferma la bouche. Louis fixa son assiette vide. Tara tordait sa serviette en un nœud serré, l'air complètement honteuse. Vivienne regarda Charles dans une panique pure. Elle avait voulu qu'Hélène ait l'air d'une harceleuse pathétique et insécurisée. Au lieu de cela, Vivienne était celle exposée sous les lumières fluorescentes cruelles de la réalité. Charles baissa la voix jusqu'à un murmure dangereux. « Je t'ai dit que c'est du capital d'affaires. Si tu veux voir les livres de compte, nous rentrerons à la maison et je te les montrerai. » Hélène le fixa. « Alors déverrouille ton téléphone tout de suite. Montre-moi le message de Daniel. Montre-moi de quel compte le transfert est originaire. Montre-moi la conversation où tu as négocié ses honoraires. Montre-moi tout de suite et je me mettrai à genoux et m'excuserai devant toute cette pièce. » La mâchoire de Charles se crispa. Vivienne prit la parole en pleurant à chaudes larmes. « Hélène, tu violes sa vie privée. C'est insensé. » Hélène la regarda, parlant très lentement. « Vivienne, tu as pris de l'argent à mon mari. Tu t'es assise à côté de lui ce soir et tu as remémoré des souvenirs de nuits passées dans son manteau devant moi. Et maintenant tu me fais la morale sur les limites et la vie privée? N'entends-tu pas à quel point tu as l'air ridicule? » Des murmures éclatèrent au bout de la table. « C'est grave, marmonna quelqu'un. Si c'est de l'argent commun, elle a le droit de savoir, chuchota une femme à son mari. Charles serra son téléphone si fort qu'il semblait pouvoir se briser. « Tu as suivi mon téléphone, l'accusa-t-il. »« Non, dit Hélène. Le message est apparu juste devant moi, tout comme Vivienne s'est assise juste devant moi pour parler de choses qu'une femme ayant un minimum de respect de soi aurait gardé pour elle. » Vivienne se leva d'un bond de sa chaise, les larmes coulant. « Tu dépasses les bornes. Je me suis excusé plus tôt. Que veux-tu de plus? Es-tu si profondément insécurisé que tu dois te transformer en monstre juste pour te sentir en sécurité? » Charles se précipita instantanément vers elle. « Vive, assieds-toi. C'est bon. » Avant qu'il ne puisse finir, Hélène sortit calmement son propre téléphone de sa pochette. Elle toucha un contact et appuya sur le bouton d'appel. Elle regarda Charles une dernière fois. « Tu veux savoir ce que je veux? Je veux la vérité. Et puisque tu ne me la donneras pas, je la prends. » L'appel se connecta immédiatement. « Hélène, je suis là. » C'était Manon. Hélène appuya sur le bouton du haut-parleur, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Manon, appelle Maître Dubois. J'ai besoin d'une consultation d'urgence ce soir concernant le transfert par mon mari de 30 000 euros d'actifs matrimoniaux à une tierce partie sans mon consentement. » La pièce retint collectivement son souffle. Charles devint livide. Vivienne recula physiquement, la terreur authentique remplaçant ses larmes théâtrales. La voix de Manon arriva nette et tout à fait professionnelle, dépourvue de panique, mais assez tranchante pour couper du verre. « J'appelle Maître Dubois tout de suite. Il est spécialisé en droit de la famille et en dissipation d'actifs. Où es-tu? » Hélène regarda Charles, puis Vivienne,
et lut l'adresse du rivage, y compris le numéro de la salle privée. Ne signe rien, instruisit Manon au haut-parleur. Ne remets ton téléphone à personne. Ne quitte pas le restaurant seul avec Charles. Si tu te sens en danger, continue d'enregistrer. Je suis en route. Je suis en route. Ces mots brisèrent complètement la façade de Charles. Il s'élança, furieux. Hélène, tu transformes notre mariage en spectacle de cirque. Hélène mit fin à l'appel, posant le téléphone sur la table. Non, Charles, la personne qui a transformé notre mariage en cirque est celle qui a embauché son ex-petite amie, lui a viré notre argent, l'a laissé humilier sa femme lors d'un dîner, puis a essayé de manipuler sa femme quand elle l'a découvert. Charles hyperventilait, se frottant les tempes dans une tentative désespérée de garder sa raison. L'homme qui avait passé des années à utiliser le silence de sa femme comme filet de sécurité réalisa soudain que le filet avait été coupé. Vivienne tremblait à côté de lui. Elle réalisa alors que ce n'était plus un jeu de manipulation émotionnelle. Une histoire d'amour nostalgique peut être peinte avec de jolis mots et de fausses larmes, mais un virement de 30 000 € laisse une trace écrite. Philippe se leva de nouveau, l'air malade. Charles, Hélène, ça nous dépasse. Pourquoi ne prenez-vous pas la salle privée d'à côté? Nous resterons ici. Merci, Philippe. Mais non, dit poliment Hélène. Ce qui devait être privé aurait dû être respecté il y a des heures. Puisque tout le monde ici était plus qu'heureux d'écouter le passé de mon mari, je pense qu'il est juste que tout le monde assiste à son présent. Philippe se rassit lourdement. Louis ne regardait personne. Plusieurs des épouses dans la pièce regardaient Hélène avec une solidarité profonde et silencieuse. Elles savaient que si elles étaient à sa place, très peu d'entre elles auraient eu le calme glacial pour exécuter cela. Charles baissa la voix jusqu'à un ton désespéré et apaisant. D'accord. Tu veux de la justice? Je vais t'expliquer. Les 30 000 € étaient un prêt temporaire à Vivienne pour aider à accélérer les supports de marque pour la présentation de l'hôtel du lac d'Annecy. Si nous décrochons l'affaire, le retour sur investissement couvrira cela 10 fois. Je ne te l'ai pas dit parce que tu t'inquiètes toujours. Tu réfléchis trop à tout. Je ne voulais pas le stress seul, dit Hélène. De quel argent? Charles hésita. Du compte d'exploitation du cabinet. C'est ma société. Hélène esquissa un sourire triste et dévastateur. Vraiment? Si le capital de départ de ton cabinet venait du fonds de retraite de mes parents, et que le capital courant a été constitué pendant notre mariage, et que tu l'as viré sans contrat, ce n'est pas seulement ton argent à donner. Charles la regarda avec horreur. Qui t'a appris à dire ça? Manon, une avocate. Personne n'a besoin d'enseigner à une femme comment survivre quand son mari commence à cacher de l'argent, répondit-elle, le faisant taire complètement. Vivienne essuya son visage, essayant de jouer la diplomate. Hélène, je jure que je ne savais pas que l'argent venait du prêt de tes parents. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais pris. Mais tu dois comprendre la pression de Charles. L'hôtel du lac d'Annecy est énorme. Il avait besoin d'une experte, et je venais de rentrer. J'essayais de l'aider. Hélène la regarda, ses yeux étaient mortels. Tu es une experte. D'accord. Quel est le nom de ta SARL? Vivienne se figea. J'opère en tant qu'auto-entrepreneuse en ce moment. As-tu un numéro de siret enregistré, une adresse professionnelle? Je viens de rentrer de Londres. Je n'ai pas encore tout mis en place. As-tu un document de portée des travaux, un accord de service principal, un calendrier de livrables? Chaque question était une pierre qui ricochait à la surface d'un étang, brisant le beau reflet que Vivienne essayait de projeter. Vivienne ouvrit la bouche, mais ne put former une phrase cohérente. Charles intervint. Tu l'interroges. Je suis en train de retrouver les 30 000 € de ma famille. Demander un reçu me semble parfaitement raisonnable, répliqua Hélène. Une femme assise près de la porte, l'une des épouses, marmonna juste assez fort pour être entendue. Elle n'a pas tort. Si c'est une vraie transaction commerciale, où est le contrat? Ce seul commentaire brisa le barrage. Les murmures devinrent plus forts. 30 000 €, c'est beaucoup d'argent. Le virer à une ex, ça fait mauvaise impression. Elle a tout à fait le droit d'être en colère. Le visage de Charles brûlait d'humiliation. Il était entré dans cette pièce comme le garçon en or, l'architecte à succès,
l'objet du désir. En moins de 30 minutes, il avait été démasqué comme un fraudeur, un menteur et un voleur. Il s'élança, attrapant le poignet d'Hélène et la tirant de sa chaise. « Nous partons tout de suite. » Sa prise était brutale. Hélène grimaça, mais avant qu'elle ne puisse se libérer, Philippe était debout. « Charles, lâche-la. » « Bon sang. » Charles tourna brusquement la tête. « Ne te mêle pas de mon mariage, Philippe. »« Je me fiche de ton mariage, mais tu ne vas pas traîner ta femme hors de mon événement comme un homme des cavernes, » aboya Philippe. Hélène regarda la main de Charles serrée autour de son poignet. La douleur sourde irradiant dans son bras lui éclaircit paradoxalement l'esprit. De sa main libre, elle prit son téléphone sur la table, ouvrit l'appareil photo et appuya sur enregistrer, pointant l'objectif directement sur la main de Charles sur son bras. « Charles, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Lâche-moi. Je le dirai encore une fois. Enlève ta main de moi. » Charles fixa le point rouge lumineux d'enregistrement, puis les visages horrifiés de ses amis d'université. Lentement, mécaniquement, il la relâcha. Un anneau rouge et furieux fleurissait déjà sur la peau pâle d'Hélène. Vivienne se tenait en arrière-plan, l'air physiquement malade. Elle réalisa enfin que ce n'était pas un jeu de jalousie de lycée qu'elle pouvait gagner avec une moue. Elle était entrée dans une zone de guerre juridique et financière. Hélène frotta son poignet, posa le téléphone et se redressa. « Je ne rentre pas avec toi. Manon est en route. L'avocat te contactera. Si tu as une explication, tu peux la consigner dans une déclaration sous serment avec tes reçus. Mais si tu penses pouvoir utiliser l'intimidation physique pour me faire taire, tu te trompes lourdement. » La voix de Charles était rauque. « Jusqu'où es-tu prête à aller ?» Hélène le regarda longuement. La douleur et la déception dans ses yeux avaient finalement été éclipsées par une résolution absolue. « Il ne s'agit pas de savoir jusqu'où je vais. Il s'agit du fait que tu es allé trop loin, et que tu as supposé que je me rabaisserais pour te mettre à l'aise. » Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Un serveur se tenait là, l'air terrifié, suivi immédiatement par Manon. Manon portait toujours son blazer de bureau bleu marine, ses cheveux ébouriffés par le vent, haletant. Ses yeux balayèrent la pièce et se posèrent instantanément sur la contusion rouge au poignet d'Hélène. Le visage de Manon devint glacial. « Qui a mis la main sur toi ?» La tension dans la pièce devint aussi tendue qu'un fil. Hélène regarda sa meilleure amie et pour la première fois de la nuit, ses yeux piquèrent de larmes, mais elle garda sa colonne vertébrale rigide. « Je vais bien. J'ai juste besoin que tu sois témoin. » Manon entra complètement dans la pièce. Elle connaissait Hélène mieux que quiconque. Hélène était une conciliatrice. Si elle se tenait dans une pièce pleine de gens exigeant un témoin, les choses avaient franchi une ligne de non-retour. Charles lança un regard noir à Manon. « Manon, c'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. » Manon laissa échapper un rire sombre et moqueur. « Affaire de famille ? Charles. Si ce n'était qu'une affaire de famille, elle ne m'aurait pas appelé. Et ne te cache pas derrière le mot famille pour justifier d'abuser de ta femme et de la faire taire. » Quelques personnes altèrent. La mâchoire de Charles se serra. Vivienne s'accrochait au dossier de sa chaise. Sa confiance s'était complètement évaporée. Manon n'était pas une spectatrice profitant du drame. Elle était une avocate farouchement loyale, et elle était là pour la guerre. Hélène tira la manche de Manon. « Allons-y. » Manon hocha la tête, se positionnant entre Hélène et Charles. Juste à ce moment-là, le téléphone de Manon sonna. Elle regarda l'écran, puis activa le haut-parleur. « Maître Dubois, je suis avec Hélène. » La voix calme et autoritaire de Maître Dubois emplit la pièce. « Bonjour, Hélène. Manon m'a donné le briefing. Premièrement, restez calme. Pour l'instant, vous devez faire 3 choses. 1. Sécuriser toutes les preuves, textes, enregistrements et photos de toute blessure physique. 2. Ne vous engagez pas dans d'autres disputes, surtout si la partie adverse s'intensifie. 3. Exigez que toutes les communications financières soient documentées. Si 30 000 € d'actifs matrimoniaux ont été transférés à une tierce partie sans votre consentement, et que ce n'est pas une dépense professionnelle documentée, nous déposerons une injonction sur la dissipation d'actifs. » Toute la pièce était paralysée. Personne ne s'attendait à ce qu'un avocat dicte littéralement des conditions au haut-parleur lors d'une réunion d'anciens élèves.
Charles paniqua. Écoutez, monsieur, vous êtes avocat. Vous devriez entendre les deux parties avant de porter des accusations. Maître Dubois répondit calmement. Je n'ai pas porté d'accusation, monsieur. Je conseille ma future cliente sur la manière de protéger ses droits légaux. Si vous possédez des contrats commerciaux légitimes pour justifier le virement, vous aurez l'occasion de les présenter lors de la phase de découverte. Charles était sans voix. Vivienne, terrifiée à l'idée d'être entraînée dans un procès, balbutia, je ne suis pas une tierce partie dans le mauvais sens. Je suis juste consultante. Je peux renvoyer l'argent tout de suite si tout le monde doit être si fou à ce sujet. Hélène la regarda. Tu peux le renvoyer? Ce qui signifie que tu as toujours les fonds exacts? Vivienne s'étouffa. C'était une erreur fatale. Si c'était des honoraires de consultation légitimes pour un travail déjà commencé, pourquoi offrirait-elle de les rembourser instantanément? Si c'était une vraie transaction commerciale, pourquoi n'y avait-il pas de contrat? Et si l'argent était intact, pourquoi Charles le cachait-il à sa femme? Les expressions sur les visages des camarades de classe passèrent du choc au dégoût. Tara détourna le regard. Louis fit semblant d'envoyer un message. Philippe se frotta les tempes. Il n'y avait aucune défense possible. Charles se tourna vers Vivienne, ses yeux remplis de rage. Tais-toi, Vive. Vivienne trembla. Pour la première fois de la soirée, elle réalisa qu'elle n'était pas la vedette d'une comédie romantique tragique. Elle était un fardeau dans un règlement de divorce. Toute son arrogance, la robe rouge, les sourires suffisants, les piques passives-agressives, tout cela semblait incroyablement bon marché sous les lumières fluorescentes cruelles de la réalité. Manon regarda Hélène. As-tu l'audio? Hélène fit une pause, puis hocha la tête. Oui. Le visage de Charles devint blanc. Tu m'as enregistré? Hélène se tourna vers lui. J'ai enregistré un dîner public. Une fête où toi et Vivienne avez librement admis des choses que vous n'auriez pas dû. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi as-tu peur? C'est une violation du consentement bilatéral, cria Charles. Maître Dubois intervint au téléphone. L'Illinois est un État à consentement bilatéral pour les conversations privées, mais dans un restaurant public bondé sans attente raisonnable de vie privée, les règles de preuve sont complexes. Cependant, la conservation de l'enregistrement pour se protéger contre l'intimidation physique ou le parjure est fortement recommandée. Hélène, ne distribuez le fichier à personne d'autre que moi. Compris, dit Hélène. Charles regarda Hélène avec incrédulité. Il était habitué à l'Hélène qui s'assurait que ses chemises étaient repassées, qui demandait ce qu'il voulait pour le dîner, qui ravalait ses doutes juste pour le rendre heureux. L'Hélène qui se tenait devant lui conservait activement des preuves pour un avocat en divorce. Il ressentit une poussée de rage, mais en dessous se trouvait la terrifiante réalisation qu'il avait complètement perdu le contrôle. Le téléphone de Charles commença à vibrer à nouveau. Il s'élança pour l'attraper, mais Manon avait déjà vu l'identifiant de l'appelant. « Oh, regarde, c'est Daniel le comptable. Pourquoi tu ne réponds pas en haut-parleur, Charles ?» Charles se figea. Le téléphone vibra dans sa main, résonnant dans la pièce silencieuse comme une bombe à retardement. Finalement, il refusa l'appel. Hélène n'insista pas. Le fait qu'il refuse de répondre disait à toute la pièce tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Maître Dubois reprit la parole. Hélène, Manon, vous devez quitter les lieux immédiatement. Allez chez vos parents ou dans un endroit sûr. Demain matin, apportez votre certificat de mariage, le titre de propriété de l'appartement, le billet à ordre de vos parents et tous les relevés bancaires à mon bureau. Ne l'engagez pas ce soir. Oui, maître Dubois, dit Hélène. Charles perdit son sang-froid. Tu entraînes tes parents là-dedans? Tu essaies de détruire notre foyer, Hélène? Hélène le regarda longuement. Son cœur lui fit physiquement mal au mot au foyer. Elle avait construit ce foyer avec lui, chaque meuble, chaque repas, chaque compromis qu'elle avait fait avec sa belle-mère autoritaire. Mais il utilisait le concept de leur foyer pour faire d'elle la méchante. Elle parla doucement. Je ne détruis pas notre foyer, Charles. Je refuse simplement de rester dedans pendant que tu le brûles jusqu'à la lie. Charles resta bouche bée. Hélène prit sa pochette. Manon se tint près d'elle. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Hélène jeta un dernier coup d'œil à Vivienne. Vivienne regardait le sol,
humiliée. Hélène ne la maudit pas et ne se réjouit pas. La plus grande perdante ce soir n'était pas la femme trahie, mais la femme qui pensait pouvoir construire son bonheur sur la destruction de quelqu'un d'autre, seulement pour réaliser que l'homme pour lequel elle se battait était un lâche. Au moment où Hélène atteignit la porte, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant s'afficha, Éléonore. Charles le vit et une lueur d'espoir désespéré traversa son visage. Sa mère était son atout ultime. Hélène répondit et activa le haut-parleur. La voix paniquée et en colère d'Éléonore résonna dans le téléphone. « Hélène, qu'est-ce que tu fais bon sang ? Charles vient de m'envoyer un message disant que tu causes une scène énorme à son événement de réseautage. Rentre tout de suite à la maison et nous en discuterons en privé. N'humilie pas mon fils devant ses collègues. » Hélène ferma les yeux une seconde, prit une inspiration et parla clairement. « Éléonore, je pars. Mais avant de partir, tu devrais savoir que ton fils a secrètement viré 30 000 € de notre argent matrimonial à son ex-petite amie. Il m'a aussi attrapé assez fort pour me laisser des bleus devant 20 personnes. Si tu crois toujours que c'est moi qui humilie ta famille, alors demain, j'amènerai mes parents et mon avocat chez toi et nous en discuterons devant un juge. » Silence de mort à l'autre bout du fil. Toute la salle à manger était silencieuse. Hélène n'attendit pas de réponse. Elle raccrocha et, avec Manon, elles sortirent des lourdes portes en chêne. Derrière elle, elle entendit le grincement d'une chaise qu'on poussait, quelqu'un appelant le nom de Charles et le faible son des sanglots de Vivienne. Hélène ne regarda pas en arrière. Sur les quais, le vent glacial de Paris lui fouettait le visage. Hélène s'arrêta près de la balustrade pendant quelques secondes. Une seule larme coula sur sa joue, rapidement essuyée par le vent. Manon ne dit pas un mot. Elle se contenta d'entourer les épaules d'Hélène de son bras. « Manon, » murmura Hélène. « Je dois retourner à l'appartement pour récupérer mes documents ce soir. »« D'accord, » dit fermement Manon. « Je viens avec toi. » Hélène s'assit sur le siège passager du SUV de Manon alors qu'elle roulait vers Saint-Germain-des-Prés. Ses mains reposaient sur ses genoux. Les marques rouges sur son poignet s'estompaient en une douleur sourde, mais le vide dans sa poitrine était accablant. La ville défilait derrière la pluie. Les gens étaient toujours dehors, riant, buvant, rentrant chez eux dans des vies sûres et chaleureuses. Hélène avait l'impression d'avoir été éjectée de sa propre vie et de n'avoir nulle part où atterrir. Manon garda la radio éteinte. Elle conduisait prudemment, jetant parfois un coup d'œil à Hélène, mais sans jamais la presser de parler. Les vrais amis savent quand le silence est le plus grand des conforts. Après un long moment, Hélène murmura, « J'ai été stupide, Manon ?» Il y avait tellement de signaux d'alarme. Pourquoi ai-je continué à le croire ? Manon garda les yeux sur la route, sa voix féroce. « Tu n'es pas stupide. Les bonnes personnes projettent la bonté sur les autres. Tu as juste existé honorablement dans une relation avec quelqu'un qui a perdu son honneur. » Hélène se tut. Elle repensa aux nuits où elle l'attendait avec le dîner, aux réunions tardives, au téléphone posé face cachée sur le comptoir. Elle avait tout ignoré parce qu'elle ne pouvait pas concevoir que l'homme qui avait promis à ses parents de la protéger complotait activement une stratégie de sortie. Quand elles se garèrent dans le parking de l'appartement, Hélène hésita. Elle regarda l'immeuble où elle avait choisi les rideaux, les tapis, les plantes en pot sur le balcon. Quand elles avaient emménagé pour la première fois, elle avait fait un appel vidéo à sa mère, pleurant de joie. « Maman, nous avons enfin une maison. » Sa mère avait répondu, « Une maison n'est que des murs, ma chérie. Un foyer, c'est là où tu sais que tu es aimé. » Maintenant, elle réalisa que cet endroit n'était qu'un hôtel que Charles utilisait, et elle était la concierge non payée. « Je monte avec toi, » dit Manon, coupant le moteur. « Prends tes papiers, fais un sac, et nous partons. Tu restes chez moi ce soir. » Elles prirent l'ascenseur jusqu'au 11e étage. Les chiffres défilaient avec une lenteur exaspérante. Le couloir était silencieux. Hélène déverrouilla la porte. L'appartement sentait le diffuseur de jasmin qu'elle avait rempli ce matin-là. Le vase d'hortensia frais était sur la table à manger. Le trench coat de Charles était drapé sur une chaise. La normalité était nauséabonde. Hélène se dirigea directement vers la chambre, prit la boîte à serrure en bois sur l'étagère supérieure du placard et la vida sur le lit, le certificat de mariage, l'acte de propriété, les relevés bancaires, le billet à ordre de 80 000 €. Manon commença immédiatement à prendre des photos haute résolution de chaque page avec son téléphone.
les originaux vont dans ton sac, les copies de sauvegarde sur mon téléphone, dit Manon. On n'est jamais trop prudent. Hélène attrapa une enveloppe Kraft et commença à y fourrer les documents. Alors qu'elle ouvrait le tiroir de chevet de Charles pour chercher un document fiscal spécifique, elle remarqua un épais dossier sans étiquette glissé sous son journal en cuir. Normalement, elle ne fouillait jamais, mais ce soir, les règles étaient mortes. Elle sortit le dossier et l'ouvrit. La première page était un projet de contrat de conseil en stratégie de marque pour l'hôtel du lac d'Annecy. La consultante était Vivienne. L'entité payeuse était le cabinet de Charles, mais ce qui fit geler le sang d'Hélène était un avenant manuscrit agrafé au dos. Il stipulait explicitement que l'avance de 30 000 € serait déduite de la part d'équité de Vivienne une fois le projet terminé. Au bas se trouvaient les initiales de Charles. Manon se pencha, son visage se durcissant. Garde ça. Hélène lut plus loin, et son cœur s'arrêta. Il y avait un autre projet de document juridique glissé à l'intérieur, un projet d'accord post-nuptial. Une clause était encerclée à l'encre rouge, après finalisation de la séparation des biens matrimoniaux, la partie A, Charles, conserve l'intégralité du capital social du cabinet et de tous les projets hôteliers futurs, isolant les 10 actifs de la dissolution matrimoniale actuelle. Dissolution matrimoniale actuelle. Il ne se contentait pas de cacher de l'argent. Il élaborait activement une stratégie de divorce. Il isolait légalement sa nouvelle vie tout en la tenant complètement dans l'ignorance, la laissant payer la moitié de l'hypothèque et cuisiner ses repas pendant qu'il complotait sa ruine financière. Hélène s'effondra sur le bord du lit, les papiers tremblants dans ses mains. Manon s'assit à côté d'elle, lui serrant l'épaule. « Hélène, regarde-moi. Tu dois rester lucide. Ce document est exactement ce qui va te sauver, toi et tes parents. » Hélène prit une respiration saccadée et refoula ses larmes. Soudain, la serrure électronique de la porte d'entrée bipa. Manon se leva d'un bond. Hélène se leva, serrant l'enveloppe Kraft. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, et Charles fit irruption dans l'appartement. Il n'avait pas Vivienne avec lui, mais il semblait complètement dérangé. Il était clairement rentré chez lui en vitesse dès qu'elles avaient quitté le restaurant. Sa cravate était arrachée, ses cheveux en désordre, ses yeux fixés sur l'enveloppe dans la main d'Hélène, puis sur le dossier de l'hôtel du lac d'Annecy sur le lit. « Tu as fouillé mes affaires. » Hélène brandit le projet de contrat post-nuptial. « Tu veux dire ton plan secret pour frauder ta femme ?» Charles blêmit. Pendant une fraction de seconde, une terreur absolue traversa son visage. Il s'élança vers elle pour attraper le dossier. Manon se plaça résolument entre eux, repoussant Charles des 2 mains. « N'ose pas la toucher, Charles, aboya Manon. « Sors de ma maison, Manon, cria-t-il. « C'est ma maison aussi, dit froidement Hélène. Charles déversa son venin sur elle. « Que veux-tu, Hélène ? » Un divorce. Très bien, si tu veux divorcer, nous divorcerons. Mais ne pense pas que tu peux utiliser des papiers volés pour m'extorquer. Le cabinet est à moi. Le projet est à moi. Tu es une architecte d'intérieur qui gagne 90 000 € par an. Comment diable vas-tu me combattre ? L'entendre crier le mot au divorce ne lui fit pas autant mal qu'Hélène l'avait cru. Son cœur s'était déjà brisé quand il avait appelé son passé avec Vivienne un regret. Il s'était brisé quand il avait laissé Vivienne l'humilier. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu as raison. Je veux divorcer, mais je ne partirai pas les mains vides. Et je ne te laisserai certainement pas utiliser l'épargne de toute une vie de mes parents pour acheter une nouvelle vie à ta maîtresse. » Charles se figea. Manon serra la main d'Hélène. Soudain, le téléphone de Charles sonna. C'était de nouveau Éléonore. Il répondit, le laissant accidentellement en haut-parleur. « Charles, où es-tu » hurla Éléonore. « Vivienne vient de m'appeler, sanglotant hystériquement. Elle dit qu'Hélène a attaqué sa réputation devant tout le monde. Ramène Hélène chez moi tout de suite, je vais remettre cette fille à sa place. » Hélène ferma les yeux une seconde, prit une inspiration et parla assez fort pour que le micro capte. « Éléonore, je suis à l'appartement. Je pars, mais je ne viendrai pas chez toi pour être sermonné. Je prends mes documents légaux, et demain, j'amènerai mes parents et mon avocat pour vous rencontrer. Nous allons tout mettre sur la table. » Silence de mort de la part d'Éléonore. Charles fixa Hélène. La panique dans ses yeux était absolue. Il avait perdu le fil. La voix d'Éléonore revint.
Beaucoup plus faible, mais essayant toujours de dominer. Hélène, de quoi parles-tu? Avocat, parents? Nous n'étalons pas notre linge sale devant des étrangers. Mes parents ne sont pas des étrangers, Éléonore, dit Hélène. Ils ont prêté 80 000 € à ton fils. Et si ton fils utilise cet argent pour financer son ex-petite amie tout en complotant pour séparer ses biens derrière mon dos, mes parents ont tout le droit de savoir. Tu es hystérique, cria Éléonore. Charles est un homme d'affaires. Déplacer de l'argent est normal, et Vivienne l'aide. Pourquoi es-tu si jalouse? Manon éclata de rire. Un son dur et amer. Hélène ne rit pas. Elle ressentit juste un frisson profond et épuisant. Même maintenant, face aux faits, sa belle-mère la blâmait de ne pas être une épouse cool et compréhensive. Charles prit frénétiquement le téléphone hors du haut-parleur. Maman, je gère ça. Il siffla et raccrocha. Hélène glissa l'enveloppe dans son sac fourre-tout et attrapa la petite valise qu'elle avait préparée. Allons-y, Manon. Charles bloqua la porte de la chambre. Où penses-tu emporter ces documents? Dans un endroit sûr, dit Hélène. Ils appartiennent à cette maison. Ils m'appartiennent. Charles ricana, bien que sa bravade se fissurât. Tu penses qu'avoir ces papiers signifie que tu gagnes? Ne sois pas naïve. La SARL est à mon nom. Les contacts sont à moi. Tu n'es rien sans moi. Manon s'avança. Mais Hélène tendit la main pour l'arrêter. Il y avait des batailles qu'elle devait mener seule. Je n'essaie pas de gagner, Charles. Je reprends juste ce qui est à moi. Tu as la SARL, mais j'ai la trace écrite. Tu as le projet, mais j'ai le billet à ordre. Tu as Vivienne, mais j'ai la vérité. Charles resta silencieux. Il réalisa qu'Hélène n'agissait plus sous l'émotion. Elle agissait sous la logique. Et quand une femme qui vous aimait inconditionnellement passe à la logique froide, cela signifie qu'elle est partie pour toujours. La sonnette retentit soudainement. Tous les trois sursautèrent. Charles se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit brusquement. C'était Éléonore. Elle avait pris un taxi directement de son appartement de l'île de la Cité. Elle portait un trench coat par-dessus son pyjama, ses cheveux en désordre, son visage sombre de fureur. Elle entra, regardant avec un regard noir la valise et le sac fourre-tout d'Hélène. « Tu es en train de faire tes valises. »« Bonjour, Éléonore, dit calmement Hélène. »« Ne me parle pas sur ce ton. » Éléonore pointa un doigt manucuré. « Que veux-tu? Veux-tu détruire cette famille? Est-ce que c'est ça qui te rendra heureuse? » Hélène serra son sac. « Je veux un divorce propre. » Éléonore recula, chancelante. Elle avait pensé qu'Hélène ne faisait qu'une crise de colère. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'elle appuie réellement sur la gâchette. Un divorce pour un malentendu lors d'une fête? As-tu la moindre idée de l'image que ça nous donne? Tu as la trentaine, Hélène. Tu crois que la vie est facile pour une femme divorcée? J'ai passé 6 ans à me soucier des apparences, Éléonore, dit Hélène. J'ai gardé le silence quand tu m'as reproché de ne pas encore avoir d'enfant. J'ai gardé le silence quand tu as traité mes parents comme des citoyens de seconde zone. J'ai gardé le silence quand Charles travaillait 80 heures par semaine et verrouillait son téléphone. Mais si je reste silencieuse pendant qu'il vole ma famille pour financer sa maîtresse, je ne protège pas une famille. Je m'enterre moi-même. Éléonore pâlit. Charles tressaillit. Laisse les histoires d'enfants en dehors de ça, marmonna-t-il. Pourquoi? Demanda Hélène, se tournant vers lui. C'est une partie de ce mariage. Pendant 3 ans, tu as laissé ta mère me reprocher d'être infertile. Mais t'es-tu déjà présenté au rendez-vous à la clinique de fertilité? Non. Tu étais toujours trop occupé. Tu m'as laissé haïr mon propre corps pendant que tu planifiais ton évasion. Charles ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Le regard de Manon s'adoucit. Elle savait que les luttes pour la fertilité étaient la blessure la plus profonde et la plus secrète d'Hélène. L'utiliser comme arme était le plus grand péché de Charles. Éléonore tenta de sauver la situation. Nous pouvons arranger ça. Charles récupéra l'argent. Je ferai en sorte que Vivienne reste à l'écart. Ne fais pas de scène. Hélène secoua la tête. Ce n'est pas à propos de Vivienne. Si ce n'était pas elle, ce serait quelqu'un d'autre. Charles ne me respecte pas.
Je ne vivrai pas dans une maison où je dois mendier une décence humaine élémentaire. Charles s'avança, sa voix se brisant enfin. Hélène, s'il te plaît, arrête. J'admets que j'ai fait des erreurs. Je n'aurais pas dû cacher l'argent, mais le divorce est extrême. Nous pouvons arranger ça. C'était la première fois qu'il admettait une faute, mais cela n'apporta aucun réconfort à Hélène. Il n'était pas désolé de l'avoir fait. Il était désolé d'avoir été pris. C'est trop tard, Charles, dit-elle. Elle passa devant lui, tirant sa valise. Éléonore cria après elle. Si tu sors par cette porte ce soir, tu es morte pour cette famille. Hélène s'arrêta sur le seuil et regarda sa belle-mère. Éléonore, je n'ai pas détruit cette famille. Je suis juste la seule assez courageuse pour dire à voix haute qu'elle est morte depuis longtemps. Elle et Manon sortirent. La porte se referma derrière elle. C'était un son doux, mais pour Hélène, cela ressemblait à un coffre-fort se refermant sur une vie antérieure. Hélène n'est pas allée chez ses parents en banlieue cette nuit-là. Elle savait que si elle se présentait à minuit les yeux injectés de sang et une valise, cela leur briserait le cœur. Elle est restée avec Manon dans son confortable appartement de Montmartre, qui sentait le thé au gingembre et les vieux livres. Manon lui a donné un jogging, lui a préparé du thé et a configuré un disque dur. Va prendre une douche. Je sauvegarde les fichiers audio sur 3 services de stockage en nuages différents. Sous l'eau chaude, Hélène s'est enfin autorisée à s'effondrer. Elle a frotté la contusion rouge sur son poignet, sanglotant dans ses mains, pleurant la fille qui avait tant essayé d'être parfaite pour un homme qui ne s'en souciait pas. Vers 2 heures du matin, le téléphone d'Hélène explosait. Des messages de Charles oscillant sauvagement de la rage à la supplication. Tu es irrationnel. Je récupérerai l'argent. Vivienne ne signifie rien pour moi. Ne signifie rien, le cri de ralliement universel d'un homme coupable. Hélène ne répondit pas. Elle tendit le téléphone à Manon et alla dormir sur le canapé. Le lendemain matin, Hélène appela ses parents. Quand sa mère répondit, Hélène ne pleura pas. Elle expliqua tout méthodiquement. Les 30 000 €, le projet de contrat post-nuptial, l'avocat. Son père prit le téléphone, sa voix chargée d'émotion. Où es-tu? Chez Manon. Nous rencontrons l'avocat à 9 heures. Nous venons avec toi, dit son père avec ferveur. Tu ne porteras pas ça seul. À 9 heures, dans le bureau chic de Maître Dubois au centre-ville, les parents d'Hélène arrivèrent. Son père semblait plus âgé. Sa chemise en flanelle était soigneusement rentrée. Sa mère serra immédiatement Hélène dans ses bras, inspectant son poignet contusionné. Je suis tellement désolé, maman, murmura Hélène. Ne t'excuse pas d'avoir été maltraitée par un lâche, dit férocement sa mère. Maître Dubois était un homme calme et pragmatique d'une 40aine d'années. Il examina les documents, le billet à ordre et l'enregistrement audio. Nous avons un dossier solide pour la dissipation d'actifs. Je vais rédiger une injonction pour geler son compte professionnel afin qu'il ne puisse plus déplacer de fonds matrimoniaux, et nous exigerons formellement le remboursement du prêt de 80 000 €. Son père prit la parole. Je me fiche de l'argent s'ils étaient heureux, mais s'il utilise notre épargne retraite pour financer sa maîtresse, je le saignerai à blanc pour récupérer chaque centime pour ma fille. Avant la fin de la réunion, le téléphone d'Hélène vibra d'un numéro inconnu. Maître Dubois hocha la tête, lui demandant de répondre et d'enregistrer. Hélène, c'était Vivienne. Sa voix était faible et paniquée. J'ai besoin de te rencontrer. Les 30 000 €. Charles nous a menti à toutes les deux. J'ai des preuves dont tu as besoin. Hélène regarda Maître Dubois. Il hocha la tête. Envoie-moi une adresse, dit Hélène. J'y serai avec mon avocat. Elles se rencontrèrent dans un café calme et faiblement éclairé dans le quartier de la Défense. Vivienne avait l'air terrible. Pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, les yeux injectés de sang. La mondaine arrogante de la veille avait complètement disparu. Vivienne fit glisser son téléphone sur la table. Il affichait une conversation signal entre elle et Charles, datant de 3 mois. Charles l'avait contacté en premier, la suppliant de le conseiller sur l'hôtel du lac d'Annecy. Mais le texte s'était rapidement éloigné des affaires. J'aurais aimé que tu ne partes jamais pour Londres. Hélène est une bonne femme, mais nous vivons comme des colocataires. Je travaille à la séparation de mes biens, mais ça prend du temps. Hélène fixa les messages, l'estomac noué.
Vivienne parla, sa voix tremblante. Il m'a dit que les 30 000 € étaient un acompte, mais il m'a aussi promis une part d'équité dans le projet une fois le divorce prononcé. J'ai voulu le croire. J'ai voulu le reconquérir. J'ai agi comme un monstre avec toi hier soir parce que je pensais que tu étais la seule chose qui me barrait la route. Vivienne commença à pleurer. Mais quand tu l'as confronté et qu'il m'a jeté sous le bus, j'ai réalisé qu'il m'utilisait aussi. Il n'allait jamais te quitter tant qu'il n'aurait pas sécurisé son argent. Je ne veux plus faire partie de ça. Je vais rendre l'argent. Je ne veux juste pas être poursuivi. Hélène fit défiler et vit un dernier message de Charles à Vivienne envoyé il y a une semaine, ne t'inquiète pas qu'Hélène le découvre. Elle a le cœur tendre. Si je menace de divorcer, elle reculera. Elle a le cœur tendre. Sa gentillesse n'avait pas été une vertu pour lui. C'était une vulnérabilité à exploiter. Hélène regarda Vivienne. Si tu coopères avec mon avocat et transfères les fonds sur un compte séquestre, je ne te nommerai pas dans une poursuite civile pour aliénation d'affection ou fraude. Je n'ai pas besoin de te détruire pour prouver que j'ai été lésé. Vivienne sembla stupéfaite par la clémence. Je suis tellement désolé, Hélène. Vraiment. Garde tes excuses, dit froidement Hélène. Fais juste mieux de ta vie. Ce soir-là, Charles se présenta à la maison des parents d'Hélène en banlieue. Il se tenait sur le porche, par un froid glacial, l'air hagard. Le père d'Hélène bloqua l'entrée. « Laisse-moi lui parler, supplia Charles. Hélène s'approcha de la porte. Les yeux de Charles se remplirent de larmes. « Hélène, je suis désolé. Je laisserai tomber Vivienne. Je rembourserai tes parents aujourd'hui. Donne-moi juste une dernière chance. » Hélène le regarda. Il y a seulement 24 heures, il était un dieu dans sa propre tête. Maintenant, il n'était qu'un homme désespéré qui avait réalisé qu'il avait mal calculé sa propre invincibilité. Tu n'es pas désolé de m'avoir fait du mal, Charles. Tu paniques juste parce que je t'ai enlevé ton contrôle. Je t'aime toujours, cria-t-il. Peut-être. Mais tu t'aimais plus. Tu voulais une femme pour ton image, une ex pour ton ego, et l'argent de mes parents pour ton ambition. Tu voulais tout, mais tu ne voulais pas la responsabilité. Charles se tut, frissonnant dans le froid. Ta seule option maintenant est de coopérer avec mon avocat, dit Hélène. Elle ferma la porte, le laissant seul dans l'obscurité. 3 mois plus tard, Hélène emménagea dans un nouvel appartement plus petit dans un quartier calme. Le divorce fut brutal, mais sans faille. Avec les messages de Vivienne et le projet de contrat post-nuptial, Charles n'avait plus aucun levier. Il fut contraint de restituer les 30 000 € au patrimoine matrimonial, de racheter la part d'Hélène dans leur appartement à une valeur marchande supérieure, et de liquider une partie de son cabinet pour rembourser 80 000 € à ses parents avec intérêt. Le projet hôtel du lac d'Annecy échoua en raison de l'audit financier. Le premier soir dans son nouvel appartement, Manon apporta une plante monstra en pot. Chaque nouvel endroit a besoin de vie, dit-elle. La mère d'Hélène apporta un gratin et son père répara une porte de placard bancal. Ils mangèrent des pizzas sur des assiettes en carton à même le sol. Riant, Hélène regarda autour d'elle. Ce n'était pas un appartement de luxe, mais c'était sûr. Elle réalisa qu'un foyer ne dépend pas de la superficie. C'est l'endroit où l'on n'a pas besoin de se faire petit pour être aimé. 1 an plus tard, le groupe de discussion des anciens de l'université fut à nouveau actif pour un rassemblement de fin d'année. Philippe envoya un message privé à Hélène, lui demandant si elle viendrait. Hélène sourit, répondant « Merci, Philippe, mais je suis occupée ce soir-là. » Elle verrouilla son téléphone et retourna arroser ses plantes sur le balcon. Elle n'avait pas besoin de retourner sur le champ de bataille pour prouver qu'elle avait survécu. Elle avait gagné au moment où elle avait quitté ce restaurant. Elle n'avait pas détruit un mariage. Elle avait simplement allumé les lumières pour que tout le monde puisse voir qu'il était déjà en ruine. Et ce faisant, elle s'était sauvée.